Le moment est venu de notre rencontre finale avec tous nos artistes, mais comme on a un philosophe et un commissaire d'exposition. Étienne Klein n'a pas pu être avec nous parce qu'il a une émission en direct cet après-midi, ce qui n'était pas prévu au moment où on l'a invité. Donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas là, mais il a beaucoup parlé à Christophe Rio, dont nous sommes très heureux qu'il soit là, parce qu'il est écrivain, journaliste, universitaire. Il a déjà animé une rencontre de ce type et il le fait avec un brio remarquable. Donc je le remercie d'avoir été là, de s'être libéré. Et nous allons conclure cette merveilleuse session autour du merveilleux. Je passe. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde qui conclut ce nouvel opus des belles conversations sous l'arbre. Merci à Chantal Collet-Dumont pour cette superbe initiative et pour son invitation. Merci à Marie-Laure Desjardins et à toutes les équipes du merveilleux, et le terme n'est pas usurpé, domaine de Chaumont-sur-Loire, pour l'accueil dans ce lieu relativement unique où la transversalité n'est pas qu'un vain mot, mais un engagement profond. Nous allons le constater. Cette table ronde va clôturer nos 2 journées de rencontres sur la thématique « Le merveilleux au cœur de la nature », avec l'ensemble de nos invités que je vous présente à nouveau, le philosophe Bertrand Vergely, l'historien de l'art et commissaire d'exposition Jean-Hubert Martin, les artistes Anne et Patrick Poirier, et le physicien philosophe des sciences et directeur de recherche au CEA Étienne Klein, qui est reparti donc pour présenter son émission en direct sur France Culture, mais m'a laissé quelques questions ouvertes pour notre table ronde. Et donc nous aurons l'occasion de les partager. Merci en tout cas à tous, à toutes et à tous pour vos interventions passionnantes. Et plutôt qu'une synthèse, nous allons tenter d'établir un dialogue, de tisser des liens, de créer des passerelles. C'est tout l'esprit des conversations sous l'arbre, où un philosophe, un historien de l'art, un physicien et des artistes peuvent vraiment se rencontrer, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Nous allons donc commencer par un petit tour de table, car en ce qui me concerne, vos interventions passionnantes ont suscité des interrogations multiples. Et avant d'ouvrir les échanges plus largement, je vous propose de faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, puis de re-questionner la proposition initiale, le merveilleux au cœur de la nature. Et je me tourne d'abord vers Bertrand Vergely. Bertrand, vous nous avez d'emblée permis d'appréhender la notion de merveilleux en nous mettant en garde, et c'était salutaire, contre ce que vous avez appelé une confusion des termes, et en convoquant le féerique ou le miraculeux, ainsi que votre triptyque merveille, émerveillement, miracle, ce qui rend le merveilleux parfois complexe. N'est-ce pas le fait que cette notion échappe à tout carcan disciplinaire et qu'elle peut aussi bien intéresser, on l'a vu, la philosophie, la théologie ou encore le champ scientifique, ou même, on en a beaucoup moins parlé, le champ littéraire, le registre littéraire avec les contes et les légendes? Alors, j'ai essayé d'abord de faire quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, c'est-à-dire un travail d'instituteur qui consiste à revenir aux mots. Oui, bien sûr, l'émerveillement concerne tout le monde, à condition qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et c'est la raison pour laquelle je me suis attaché à essayer de savoir si l'émerveillement, le merveilleux, était simplement une vue de notre esprit, une imagination ou une réalité. Et j'ai répondu par le fait de dire que le merveilleux n'est pas simplement une projection de notre esprit, mais quelque chose de réel. Et qu'est-ce qui m'a amené à cette conclusion? C'est tout simplement 3 faits. Le premier, c'est qu'il y a du regardable. C'est-à-dire qu'à un moment, je m'arrête, je regarde et je suis ivre d'admiration devant ce que je vois. Et ce n'est pas parce que je me fais un film ou que j'imagine que le merveilleux existe, mais le merveilleux existe parce que je suis devant. Et donc, quelque part, c'est de dire, ben oui, la nature est merveilleuse. Et pourquoi la nature est merveilleuse? Parce qu'à travers la nature, vous avez ce que j'appellerais le mystère de la vie, qui parle à travers les choses et qui vient à un moment nous interpeller au cœur de nous-mêmes pour nous faire
rencontrer la vie. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est une rencontre réussie. Puis ensuite, le deuxième point, ça a été de montrer que c'est très bien la nature, mais c'est très bien l'homme qui fait vivre la nature. Et puis, donc, ça amène le sens du voir et de l'émerveillement. Et puis, ça amène ensuite le troisième point, qui est la merveille dans la merveille. C'est que, bien, il y a le regardable, il y a le regardant, et puis il y a l'inouï qui fait qu'il y ait du regardable et du regardant. Et ça m'intéresse parce que c'est ça qui nous fait penser. Qu'est-ce qui nous fait penser? C'est imaginer qu'on vous dise il n'y a rien à voir et il n'y a rien d'intelligent, eh bien on ne ferait rien. Qu'est-ce qui nous permet de tout faire? Science, art, philosophie, littérature, peinture, sculpture, tout. C'est que, aussi curieux que ça puisse paraître, il y a quelque chose à voir, et ce quelque chose à voir est non seulement terriblement intelligent, mais stupéfiant et génial. Voilà. Et donc, je pense que simplement, il y a une légitimité à s'intéresser au merveilleux, parce que le merveilleux, ce n'est pas simplement une projection de notre esprit, c'est une réalité réellement réelle. Et je passe mon... En fait, je voulais peut-être compléter un peu, et vous avez effectivement évoqué le miraculeux et le féerique. Il y a une notion qui... j'évoquais le registre littéraire volontairement, en pensant à un historien des idées, critique littéraire, Zdeněk Todorov, qui s'est beaucoup intéressé au merveilleux, mais qui le mettait en perspective par rapport au fantastique. Alors, est-ce qu'on peut essayer, à travers ces différentes notions, de voir ce qui distingue, ce qui singularise le merveilleux? Alors, vous l'avez bien dit par rapport au miraculeux et par rapport au féerique, mais aussi par rapport au fantastique. Alors, j'ai fait de la différence entre le féerique et le merveilleux en disant le féerique, c'est vraiment ce qui dépasse la nature, soit parce que c'est humain, soit parce que c'est extra-humain. Puis alors on rêve et on est vraiment en pleine rêverie. Avec l'émerveillement, on n'est pas simplement dans le rêve, on est dans la réalité et on s'aperçoit que tout d'un coup, je rêve pas quand je vois quelque chose d'idéal dans le réel et de réel dans l'idéal. Bien. Donc, ça renvoie à l'expérience de la vision. Et c'était ça le sens du miraculeux. Le miraculeux, c'est les choses dignes d'être vues. Et les choses dignes d'être vues, c'est d'abord la vision elle-même. Alors là, vous avez une métaphore qui traverse toute l'histoire de la pensée, et c'est le miroir. Voilà, on se fait miroir, et tout d'un coup, il y a du reflet à l'intérieur. La nature reflète quelque chose, on reflète cela. Et alors là, ça nous met devant le merveilleux. Et le merveilleux, c'est quoi? C'est de pouvoir rencontrer la vie et que la vie nous rencontre. Ensuite, il y a le deuxième point, qui est la relation au fantastique. Alors le fantastique, ça peut être l'imagination débridée, et on est de l'ordre du fantasme, ou alors c'est l'imagination créatrice. Et qu'est-ce qui est intéressant dans le fantastique, c'est que vous avez un penseur comme Ernst Cassirer qui a parlé de la fantastique transcendantale et qui continue une idée qu'on trouve chez Kant, c'est l'imagination. Alors qu'est-ce que c'est que l'imagination? Bien, l'imagination, c'est exactement ce qui se passe quand on reproduit ce qui est, et on le reproduit tellement bien qu'on a l'impression d'y être. Donc l'imagination, vous avez des gens qui vous parlent de Rome dans l'Antiquité, et vous en parlent tellement bien que vous avez l'impression d'être à Rome. Et là, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'on est devant quelque chose de fantastique, c'est-à-dire d'imagination, mais d'extrêmement structuré. Pourquoi? Parce qu'on est passé du réel au réel sous une autre forme. Et alors là, nous avons quelque chose de très beau, c'est la relation qu'il peut y avoir entre l'homme et la nature, c'est-à-dire qu'à un moment, le fantastique, l'extraordinaire commence dans la nature et il continue par l'homme. Et quelque part, l'homme révèle le fantastique qu'il y a à l'intérieur de la nature, et là, on a un lien mystérieux qui peut se bâtir entre l'homme et la nature, c'est que la nature attend l'homme, elle attend son poète, elle attend son musicien, qui va à un moment la révéler dans ce qu'elle est. Alors là, nous sommes dans la grandeur du mystère de l'esprit, mais il sera l'occasion d'un autre séminaire. Bon, et puis il y a l'art. Alors on a beaucoup parlé d'art, surtout aujourd'hui, ce matin, et je vais me tourner vers Jean-Hubert Martin.
ce qui était très intéressant dans votre présentation, ce qui m'a frappé, moi, c'est vous avez à plusieurs reprises évoqué la notion de Guinness Book. C'est ce côté toujours plus, ce côté de rivalité mimétique ou de surenchère mimétique. On a l'impression qu'on est dans un mouvement, et d'ailleurs vous êtes plusieurs à avoir évoqué ce phénomène de toujours plus. Comment l'expliquer? Est-ce que le merveilleux finalement aboutit à cette surenchère permanente? Oui, pas forcément, parce qu'il y a des merveilleux très simples aussi que j'ai évoqués très rapidement à la fin, qui sont justement ceux des formes simples ou de ce que l'art conceptuel a un petit peu développé. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un des merveilleux en tous les cas, et certainement du côté de ce superlatif et d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Là, on n'est pas tellement, c'est pas forcément du côté de l'art. Là, je voulais montrer justement que on restait pas que dans l'art et qu'on pouvait réfléchir au merveilleux aussi dans d'autres domaines et d'autres catégories. Alors j'ai un petit peu triché avec le sujet d'ailleurs, parce que en fait le thème était le merveilleux dans la nature, et j'ai surtout parlé d'une nature mise en boîte en réalité, et une nature réinterprétée par l'homme, et ce qui devient des œuvres d'art. Mais je pense que bon, c'était aussi utile de le faire, puisque la nature, elle est toujours traduite et vue par l'homme, et par conséquent fait l'objet de toutes sortes de perceptions, de traductions, dont le point de départ est toujours, comme vous l'avez dit, avant tout le visuel et l'observation. Oui, et vous avez évoqué le cas des Wunderkammer, des cabinets de curiosité. Alors c'est intéressant parce que là on est très loin de Damien Hirst, dont vous avez montré certaines œuvres très spectaculaires, mais dans les cabinets de curiosité on peut aussi découvrir des fossiles par exemple, qui sont perçus comme des preuves du déluge biblique par Luther ou Descartes. Donc le fossile a priori il peut être une simple ammonite ou quelque chose de beaucoup moins spectaculaire. Le gros changement, c'est quand même ce que vous avez évoqué avec Damien Hirst. Ce sont des œuvres percutantes. Il faut peut-être rappeler aussi que Mother and Child Divided ou ce requin dans le formaldéhyde, ça rentre dans une vraie stratégie en fait aussi, qui est finalement, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de captation du merveilleux, de captation du symbolique du merveilleux par des gens comme Saatchi qui ont lancé ces Young British Artists comme je vais dire comme des savonnettes, mais c'est pas loin, et qui, je le rappelle, on l'a oublié, se sont fait connaître par des expositions à sensation d'ailleurs, avec des affiches percutantes. Alors est-ce que là aussi on est dans une sorte de stratégie du merveilleux qui quelque part l'abîme? Oui, je suis assez d'accord avec cette interprétation. Effectivement, c'est une vraie stratégie, mais j'ai tenu à en parler, comme je l'ai laissé entendre, comme je l'ai dit. Je ne suis pas du tout un fanatique de ce genre d'art et de stratégie, mais elle existe, et on en parle tellement dans les médias que je ne pouvais pas l'éviter. Je suis beaucoup plus du côté d'artistes dont on parle beaucoup moins, et par exemple, je montrais l'œuvre de Tom Shannon avec cet hémisphère qui flotte au-dessus d'un disque de métal, et voilà un artiste dont je suis persuadé de l'incroyable qualité et de son talent, et dont vous n'avez jamais entendu le nom, sans doute. Et donc voilà, c'est ça qui est merveilleux dans l'art, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain, et encore moins après-demain. On est en face de phénomènes qui ont l'air de prendre absolument toute la place et tout l'espace. Et en fin de compte, souvent, ce sont ceux qui sont laissés de côté après quelques générations. Alors on va continuer avec Anne et Patrick Poirier. Et je vais vous avouer quelque chose. Moi, j'ai une image qui est venue tout de suite en voyant vos images à vous et en écoutant votre présentation. Et je pense qu'elle va parler à un certain nombre d'entre vous. C'est Fellini Roma, en fait. C'est cette image des travaux du métro et ces fresques qui sont exhumées et qui disparaissent au contact de l'air. Parce qu'il y a aussi cette menace
à la fois la survenue du merveilleux, et si je devais garder une sorte d'image du merveilleux, je prendrais peut-être cette image de Fellini Roma. Les fresques qui apparaissent, mais qui sont évanescentes, transitoires, et qui malheureusement sont vouées, comme vous l'avez très bien montré, à une forme de disparition programmée. Alors, est-ce que vous avez ce sentiment qu'une image, cette image-là, pourrait résumer un peu ce mouvement et ce rapport au merveilleux? C'est difficile. Oui, dans certains cas, oui. Mais Dieu merci, il y a des merveilleux qui sont moins menacés. Ça, c'est... Là, dans le cas de Fellini, une fois de plus, le merveilleux est menacé par la violence de l'homme, par le fait et le non-respect de la beauté, le non-respect du merveilleux par l'homme. Mais Dieu merci, il y a aussi des gens qui se battent et qui consacrent leur vie, comme justement les archéologues, comme les gens qui décryptent des manuscrits dans des langages encore inconnus ou presque indéchiffrables, qui s'usent les yeux sur toute leur vie sans en retirer aucune gloire. Il y a des gens comme ça qui sauvent, qui font le contrepoids avec cette violence des autres, quoi. Nous, on a eu une expérience il y a très longtemps. On était sur une plage de Célinante qui était interdite à tout le monde. Nous, évidemment, on y avait été. Et en jouant avec notre fils, qui avait 3 ans, on passait la main dans le sable et on retirait des petits fragments de statuettes, de statues votives, etc. Et là, c'était des moments incroyables, des moments merveilleux, parce que c'était vraiment du hasard. Vous étiez dans les mains dans le sable, et puis vous retiriez un de ces petits fragments. Et donc ce fragment, il était là. Il ne disparaissait pas, parce que ça sont des images cinématographiques, c'est bon. Mais la réalité, elle est là aussi. C'est être confronté par une surprise, et une surprise qui reste parce que vous avez cet objet dans les mains. On en reparlera de la surprise tout à l'heure, justement en se posant la question de savoir si c'est une des conditions du merveilleux ou pas. Et alors, il y a aussi quelque chose d'assez frappant dans ce que vous nous avez dit, et une vraie question que je me pose, alors je fais attention, parce que je précise bien, en dehors de Chaumont-sur-Loire, est-ce que l'Italie n'est pas le lieu par excellence du merveilleux? Parce que beaucoup de vos exemples, effectivement, sont italiens. Alors, Chaumont-sur-Loire, évidemment, le merveilleux en majesté, mais quand même, Bomarzo, si vous ne connaissez pas le Sacro Bosco, c'est juste sublime, le parc des monstres, effectivement, le laboratoire des merveilles que vous avez très bien évoqué, la Villa Adriana, et même le Créteau d'Iburi à Gibellina. Alors c'est pareil, cette expérience, il faut la faire. Si vous arrivez, moi ça m'est arrivé en voiture, sur ce linceul blanc, ce que certains ont appelé une sorte de Pompéi de ciment, qui est très spectaculaire. On a l'impression que la neige est là, qu'il a neigé, avec voilà, c'est complètement incroyable. Alors, est-ce que l'Italie n'est pas un des lieux d'exercice ou de réalisation du merveilleux par excellence? Il faut dire que l'Italie est certes un lieu où se sont concentrés le plus grand nombre d'artistes occidentaux autour de cette Mare Nostrum qui a réuni tant de cultures et de civilisations. Et quand on est là-bas, on en trouve par exemple en Sicile, on est bien sûr, tout le monde le sait, étonné par la diversité des cultures qui se sont développées sur cette île, et dans toute l'Italie, dans tout l'Empire romain, qui venait de toutes les parties du monde. Donc c'est sûr que là, il y a une concentration énorme, et en fait, nous aussi, nous avons beaucoup vécu en Italie, donc c'est un pays que nous connaissons sans doute beaucoup mieux que les autres. Mais je pense qu'il y a des merveilles, il y en a partout. Et c'était un grand empire, donc, mais je connais mal la Chine, mais le peu qu'on en connaisse,
il y a des choses extraordinaires. Je pense, on connaît assez bien l'Inde. Enfin, il y a des tas de pays qui recèlent des émerveillements. Des émerveillements. Je crois qu'il y en a partout, des émerveillements possibles. Oui, mais quand même, l'Italie est une concentration, aussi bien dans des tout petits villages. Et c'est souvent laissé justement exactement comme il faut. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une espèce de banlieue qui n'est pas d'intérêt, et puis tout d'un coup, on vous indique un endroit, une chapelle ou je sais pas quoi, vous êtes là devant, déjà il y a quelque chose, et puis vous rentrez, et puis vous trouvez peut-être un Perugino, une fresque, etc. Et c'est une concentration. Quelquefois, on a eu une maison en Ombrie, et il suffisait de marcher 5 minutes dans la campagne. Il y avait une petite église couverte de fresques, vraiment tous les murs, avec c'était autour de la Vierge, et donc c'était une superposition de fresques les unes sur les autres, avec les temps passés, quoi. Donc à chaque fois, c'était une surprise et un moment merveilleux, c'est sûr. Alors, Bertrand, vous avez aussi parlé d'art. Vous avez évoqué l'art dans une partie de votre intervention et évoqué l'idée que dans un musée, un tableau puisse nous regarder lorsqu'on se trouve, par exemple, devant une toile de Vermeer ou du Lorrain, un tableau du Lorrain. Il y a quelques mois, je le précise, alors que l'une de nos conversations sous l'arbre portait sur le beau dans la nature, nous avons évoqué un film de Dario Argento intitulé Le syndrome de Stendhal. Alors, c'est pas un grand classique, c'est un film un giallo, c'est un film horrifique, mais il y a quelque chose de fascinant dans ce film que je vous recommande, mais âme sensible s'abstenir, je l'avais déjà dit quand on en avait parlé du beau, avec effectivement Asia Argento qui est la protagoniste du film. Eh bien, c'est que les œuvres happent les personnages, avalent littéralement les personnages. Et votre intervention m'a effectivement fait penser à cette approche avec ces œuvres qui vont happer leurs regardeurs. Alors, est-ce que précisément le merveilleux n'est pas aussi surnaturel et dépasse ce naturel? C'est vrai qu'on a moins évoqué la notion du surnaturel. Le merveilleux au cœur de la nature, est-ce que le merveilleux n'est pas au cœur du surnaturel? Alors, il faut revenir sur la question de l'art. Moi, j'aime bien revenir à la notion d'art et de manière de. C'est-à-dire, vous avez l'être, et puis vous avez la manière d'être de l'être, qui est d'être avec art. Et qu'est-ce que c'est qu'être avec art? L'art, c'est grandiose, c'est grand, c'est noble, c'est beau, c'est élevé. Et là, on voit ce que veut dire l'art. Et l'art, c'est cette expérience foudroyante où tout d'un coup, je vais rentrer en communication, soit avec un objet, soit avec une peinture, soit avec une musique, et je vais aller au-delà de moi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière l'art? Et c'est là qu'intervient le surnaturel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de métaphysique. Métaphysique qui renvoie à la question est-ce qu'il y a quelque chose ou rien? Est-ce que notre vie est totalement illusoire? Est-ce que nous vivons dans un délire collectif? Et il y a quelque chose qui est fabuleux dans l'expérience humaine, c'est de découvrir que la vie est réelle, il y a du réellement réel à travers la vie, et nous ne sommes pas là pour rien, et nous nous sentons vivre, et si nous avons vécu pour pouvoir ainsi nous sentir vivre, ça vaut la peine d'être venus sur Terre. Donc nous avons des expériences extrêmement fortes et qui permettent de comprendre le surnaturel, c'est-à-dire c'est ce qui vient par-dessus et qui nous prend. Hein, c'est une prise qui nous prend et qui nous emmène au-delà de nous-mêmes. Alors là, il y a quelque chose de très surprenant et qui a été compris par la psychanalyse et l'inconscient, c'est qu'à un moment, ce n'est pas nous qui regardons les choses, c'est les choses qui se regardent en nous.
Et là, c'est une vision, c'est ce que donne le fait, à un moment, de remettre les individus dans la nature et d'expliquer qu'on n'est pas seul au monde. C'est pas qu'on est un produit de la nature, c'est qu'on revient à un autre mode de pensée. Et ça n'a pas toujours été bien développé par le matérialisme. Le matérialisme, Bachelard l'a bien dit, c'est la question de la pensée. Et la question de la pensée, c'est pas simplement la pensée humaine qui pense et qui serait un idéalisme humaniste, mais la nature pense, le monde pense, la société pense, et il se pense en nous. Et c'est merveilleux que ça se pense en nous, parce que nous avons quelque chose à partir de quoi nous pouvons penser. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience ? Une expérience de pensée, je reçois quelque chose de la part de la nature, j'y pense, et puis après, je vais rajouter quelque chose de moi-même. Voyez ? Et donc, c'est ça l'expérience de l'art. Et dans l'expérience de l'art, l'artiste nous parle de choses que nous avons déjà vécues et que nous connaissons bien dans l'intime de nous-mêmes. Voilà, c'est ce qui me paraît, si vous voulez. Donc, pour répondre à votre question du surnaturel, je crois que le surnaturel prend tout son sens dès lors qu'il est compris comme le réellement réel et un réellement réel qui est intelligible et qui fait que, bien sûr, c'est un naturel hyper naturel et donc ce sens surnaturel. Jean-Hubert, je crois que vous vouliez vous réagir. Oui. Oui, j'aimerais juste ajouter quelque chose qui est de l'ordre expérimental par rapport à ce que vous venez de dire, parce que j'ai fait une exposition au musée Pouchkine juste avant que la guerre avec l'Ukraine n'éclate, il y a donc 2 ans, et qui s'appelait Drôle de convergence, et j'ai fait une salle où il n'y avait que des portraits. Et tous les portraits étaient accrochés de manière à ce que les yeux soient tous au même niveau, quelle que soit la taille du portrait. Et évidemment, c'était pour suggérer, sans que rien ne soit indiqué sur les murs à ce sujet, ni qu'il n'y ait aucune indication particulière, c'était évidemment fait pour que le spectateur se rende compte qu'il était regardé. Et ça a eu l'air de pas mal marcher. Enfin, je ne peux pas dire que ça a marché avec tout le monde. Il m'était difficile de les interroger parce que c'était en russe et je ne parle pas russe. Mais je sais que l'exposition a eu un grand succès. Et je ne suis pas le seul à avoir fait ça, d'ailleurs, parce que d'autres conservateurs, je crois, l'ont déjà essayé. Et Laurent Grasso a fait lui-même une expérience de type-là, avec que des yeux, qui étaient dans une de ses expositions. Donc c'est quelque chose qui est passé dans la pratique muséale, si je puis dire. J'aimerais aussi ajouter encore une autre chose, c'est que lorsque j'ai fait une exposition il y a très longtemps qui s'appelait Magiciens de la Terre, où il y avait des artistes qui venaient du monde entier pour la première fois, il ne s'agissait pas, comme on le disait auparavant, que des artistes de l'OTAN, quoi, je veux dire l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, mais des artistes du monde entier. Et on a demandé à chacun des artistes de nous dire ce que c'était pour lui l'art. On se disait que peut-être ça allait aboutir à des absurdités ou des incompréhensions totales, puisqu'il y avait des artistes qui venaient vraiment de communautés africaines, de petits villages, enfin vraiment qui n'étaient pas du tout en milieu urbain et qui avaient quand même relativement peu de contact avec l'art tel que nous l'entendons, nous, l'art occidental. Et on a été extrêmement étonnés parce que la plupart de ces artistes ont répondu très nettement qu'il s'agissait de quelque chose d'universel. Qu'au fond, qu'en faisant ce qu'ils faisaient, qui pouvait tenir de la religion, de la magie, de toutes sortes de types de croyances, ce qui importait pour eux, c'est qu'en faisant ces objets-là, ils étaient en contact avec le reste de l'humanité. Et ça, c'était vraiment pour nous une grande découverte. Je voudrais juste rajouter quelque chose à propos d'être vu. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est décédé, qui était un génie de la critique cinématographique, qui s'appelait Serge Danet. Et Serge Danet, à un moment, a eu cette phrase magnifique. Il a dit « Le cinéma, c'est la psychanalyse du XXe siècle. » Pourquoi ? Parce qu'il vous plonge dans un bain d'images et que les images se pensent en vous et se vivent en vous. Et c'est très très curieux parce que Bergson dit exactement la même chose. Il dit, qu'est-ce que c'est que la matière ? La matière, c'est un flux d'images. Et ces images, on est plongé dedans
et elle s'imagine et elle se mémorise en nous. Et c'est ça que veut dire être vu. Je vois quelque chose et ce que je vois vit en moi et va vivre longtemps en moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que j'ai été vu? C'est que des jours après, des mois après, des années après avoir vu telle image, j'y pense encore et elle se vit encore en moi. Oui, et puis alors, il y a une autre dimension, et j'aimerais vous redonner la parole, effectivement, Anne et Patrick, parce que là aussi, il y a un élément qui ressort de votre présentation, c'est le champ lexical que vous avez utilisé. C'est toujours assez révélateur. Vous avez parlé, je l'ai noté, d'échelle, de mesure. Et c'est drôle, comme l'a fait aussi Étienne Klein en parlant de la physique, puisque on le sait, on navigue en physique entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. On a effectivement une petite pensée pour la physique quantique. Mais est-ce que le merveilleux, ça n'est pas un changement d'échelle ou une question d'échelle? Est-ce que finalement, passer de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et inversement, ça n'est pas s'émerveiller quelque part? Ça, j'en suis persuadée. C'est parce que il me semble que quand on change d'échelle, on est plongé dans un espace que nous appelons espace poétique. Parce que c'est à la fois un espace réel, parce que c'est une condition physique, en étant en face d'un objet beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit que soi. Mais en même temps, c'est poétique parce que ça ne correspond pas à la réalité. Alors on est devant un objet réel, matériel, mais un objet qui échappe à la réalité, à la normalité. Et voilà. Mais votre question, c'était quoi? C'était la question du changement d'échelle, parce qu'elle est intéressante dans la mesure où j'ai évidemment pensé très vite à Étienne Klein, qui lui aussi abordait cette question. Oui, et moi, quand vous dites ça, je pense beaucoup à quelqu'un qui, moi, personnellement, un philosophe qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais jeune, qui était Blaise Pascal. Qui parle des espaces infinis et qui parle aussi qui laisse penser aux minuscules aussi, aux espaces infinis, inconnus qu'on ne voit pas mais qui existent dans l'immensité et dans le minuscule. Donc tout ce qui est... En fait, c'est le problème de la foi. Il faut y croire. Il faut croire que ces choses-là existent. Et moi, ce que j'ai compris de Klein, c'est que les trouveurs, les découvreurs, ils croient à une chose que personne n'a jamais imaginée avant eux, mais ils sont tellement persuadés de l'existence de cette chose que finalement, ils la découvrent, ils la prouvent. C'est extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nous, on fait quelques expériences quand on travaille, et tout à fait par hasard en général. Et on a manipulé la photographie un petit peu avec, dans les agrandisseurs, au lieu d'utiliser des diapositives comme on utilisait autrefois, des plans films, on a pensé que ce serait intéressant de mettre des végétaux. Et quand on a fait les premiers tirages à grande échelle, c'était un étonnement incroyable parce que finalement, comme l'ampoule de l'agrandisseur, ce sont des grands agrandisseurs, chauffe beaucoup, les végétaux commençaient à suer. Et donc, on découvrait d'abord l'intérieur des végétaux, les veines, toutes les structures des végétaux, et en même temps, qui vivait, puisqu'il y avait cette sueur qui perlait et qui commençait à boucher les vers. Et à chaque fois, il y avait une surprise parce qu'aucun tirage n'était identique. Et donc voilà, c'était tout le temps une découverte du merveilleux, parce que c'était tout le temps. Oui, alors justement, du minuscule. Oui, du minuscule. Ça révélait des choses qu'on ne voyait pas à l'œil nu, parce qu'en agrandissant, ce système permet, il n'y a aucun pixel, aucun grain, donc on est limité par la taille du papier, mais on pourrait l'agrandir indéfiniment, et chaque fois, on découvre un détail supplémentaire de ce que l'œil ne voit pas. Et c'est quand même assez intéressant.
Oui, et puis vous glissez vers la physique, je vois que... Et alors, je vous propose de vivre une expérience de surgissement du merveilleux. Alors, je vais vous proposer quelque chose, c'est de décroiser les jambes, de fermer les yeux. Non, Bertrand... Non, c'est Bertrand, je ne le refais pas. Mais voilà, mais je vous propose de prendre une profonde inspiration et je vais faire apparaître Étienne Klein. Je vais essayer, par la grâce de la mécanique quantique. Alors, Étienne Klein m'a transmis des messages et effectivement quelques questions, mais surtout j'aimerais revenir sur certains des points qu'il a évoqués pour le faire exister. Et il nous a expliqué, vous vous souvenez, qu'il y avait du merveilleux dans la physique et dans les équations mathématiques, d'accord, qui ont pu prédire des découvertes aussi variées que les quarks ou les bosons de Higgs. Mais il a aussi évoqué l'idée, et ça c'est une idée fascinante, que les mathématiques seraient le langage de la nature. Et on ne peut qu'être frappé, émerveillé, même j'ai utilisé le terme, par les structures symétriques des flocons de neige ou la géométrie fractale des plantes comme la fougère. Et alors, est-ce que c'est ça le merveilleux au cœur de la nature? C'est l'irruption du merveilleux et le fait que des équations mathématiques, et peut-être Bertrand voudra réagir, parce que je sens que le philosophe va vouloir répondre aux physiciens. Donc recréons par la grâce de la recréation d'Étienne Klein à cette question. Alors, bon, je retiens d'Étienne Klein toute la méditation qu'il a faite, à savoir que pour pouvoir penser la nature, il fallait oublier les données. Et qu'en oubliant les données, c'est là que tout d'un coup l'explication vient et qu'il y a des explications qui sont en rupture avec les données, ça marche quand même. Je voudrais juste introduire quelque chose qui est un des trucs qui a fait le plus réfléchir la philosophie. C'est comment on peut, dans un même objet, trouver le même et le différent. Comment quelque chose, en étant différent, peut être le même, et comment quelque chose, en étant le même, peut être différent. Et c'est là qu'on voit intervenir la notion de rapport, et en particulier de rapport chez Pythagore. Quelle est la relation qu'il peut y avoir entre le corps humain, une cité et l'univers entier? A priori, rien. Sauf si vous faites intervenir la notion de rapport et que vous expliquez que la cité est au corps, ce que le cosmos, l'univers, est à la cité. Et tout d'un coup, vous voyez qu'à un moment, un lien relie ces éléments qui ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que dit Pascal? La même chose autrement. Qu'est-ce qui peut relier un atome à l'univers entier? Très simple. L'univers entier, c'est rien par rapport aux milliards de galaxies. Quand un atome, c'est énorme par rapport aux milliards de petits atomes qu'il a à l'intérieur de lui-même. Et là, on rentre dans le merveilleux. C'est-à-dire qu'on a domestiqué un monde qui est totalement étranger grâce à la capacité de pouvoir créer des rapports. Et on peut parler des rapports en allant au-delà des choses. Et ça, c'est très important parce que ça retient Étienne Klein. Vous oubliez les choses et vous regardez les relations. Et quand vous mettez en relation les choses avec elles-mêmes, vous voyez quoi? Que vous avez tout un niveau, une structure de réalité qui apparaît sur laquelle vous pouvez tenir un discours. Et ça, c'est l'apparition de la science. Donc, on peut parler des choses, bien qu'on n'ait aucun pouvoir sur elles. Oui, alors je reviens un peu à cette idée merveilleuse, vraiment au cœur du merveilleux, que les mathématiques seraient le langage de la nature, parce que c'est vrai que c'est au cœur d'un débat entre philosophes et scientifiques et physiciens. Il faut se souvenir quand même de choses assez surprenantes, que par exemple les abeilles construisent des nids dont la structure hexagonale permet d'obtenir le maximum d'alvéoles pour un minimum de cire. C'est quand même fascinant. Ça porte un nom d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, c'est très étonnant. Ça s'appelle le théorème du nid d'abeille. C'est une propriété mathématique qui a été conjecturée au IVe siècle et qui n'a été démontrée qu'à l'orée de l'an 2000.
Donc il y a quelque chose là aussi d'extrêmement surprenant. C'est vrai que ça pose cette question du merveilleux. Je signale aussi qu'Étienne Klein, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, de lui poser la question, fait lui-même ou crée lui-même du merveilleux, puisque vous avez peut-être suivi cette affaire de la charcuterie qui est devenue une nouvelle planète. Je ne sais pas si parmi vous, Étienne Klein a monté un canular en prenant en photo une charcuterie, une tranche de chorizo, je crois, qu'il a baptisé Proxima en disant que c'était la découverte d'une nouvelle planète, d'une nouvelle étoile, pardon, et la supercherie a très très bien fonctionné, au point qu'il a dû même se justifier et qu'il a été d'ailleurs attaqué sur les réseaux sociaux extrêmement violemment. Et ça reprend d'ailleurs les propos qu'il évoquait lors de sa présentation. Mais ce lien d'ailleurs peut-être, Jean Hubert, entre le scientifique, le naturel, vous l'avez évoqué, puisque dans les musées il n'y a pas que de l'art, il y a aussi de la science, il y a de la science naturelle, et il ne faut pas les oublier, ces musées de science. Et vous avez évoqué, moi je suis très attaché à ça, la pieuvre. Alors vous avez évoqué, j'ai noté la sagesse de la pieuvre, et moi je pense tout de suite à quelqu'un dont on n'a pas cité le nom, mais sacrilège, c'est Roger Calois. Roger Calois qui nous dit « La pieuvre a 3 cœurs, elle a 9 cerveaux, hein, donc un paquet central et puis des neurones. Mais précisément, la pieuvre, c'est pour Calois l'irruption du merveilleux dans la nature, comme la menthe religieuse d'ailleurs. Alors, est-ce que précisément ces musées de science, ou ces musées où la science a une place, sont un laboratoire ou un lieu d'exposition du merveilleux, et dans quelle mesure ? Je suis pas très versé dans les musées. Là, on parle de musées d'histoire naturelle. Histoire naturelle, enfin, les musées d'histoire naturelle, d'ailleurs, qui étaient, dont le domaine était très vaste au XIXe siècle, hein, puisqu'il s'étendait en fait aux populations dites exotiques, à toutes celles qu'on avait colonisées. Et donc, ça devenait des musées aussi qu'on qualifierait aujourd'hui de musées d'ethnologie. Quelquefois, ils sont encore avec ces différents domaines surajoutés. Maintenant, on aurait tendance à les spécialiser. Mais ça m'amène d'ailleurs à cette question qui est qu'on a une tendance terrible à suivre exactement les domaines de la pensée telle qu'elle est donnée par les intellectuels, l'université, etc. Et on crée par conséquent des musées de plus en plus spécialisés. Et ça, je pense que c'est un grand défaut. Parce que, justement, comme je le disais à un moment donné, ce que les visiteurs cherchent quand ils viennent au Louvre, d'une manière certainement extrêmement confuse, c'est de se retrouver à un moment donné dans cet état de pensée où on a l'impression d'être dans ce qu'on peut appeler le sentiment océanique, ou ce que vous avez décrit aussi, d'être dans ce sentiment de communication avec un ensemble qui nous dépasse totalement, qu'on peut appeler le cosmos ou quelque chose comme ça. Et en fait, plus les musées sont spécialisés, moins on risque d'avoir ce sentiment qui surgit et qui est un émerveillement aussi chez le visiteur. Et donc, comme vous le savez peut-être, ce que j'ai essayé de faire dans certains cas, c'est justement de casser toutes ces catégories, de mélanger les choses et d'essayer au fond d'amener le visiteur par des méthodes qui peuvent être extrêmement diverses, j'en ai utilisé une ou deux, mais qui l'amènent simplement par une espèce de relation d'un objet avec l'autre, comme ça, une espèce de marabout bout de ficelle, celle de cheval, par exemple. Mais oui, mais pourquoi pas, visuel, mais oui, mais c'est ça. Et de les faire passer par des domaines extrêmement différents, où justement, toutes ces catégorisations, ces mises en boîte perpétuelle s'efface simplement parce qu'un objet dit scientifique côtoie un objet qui est du domaine de l'art. Et je crois que
On a besoin de ça aujourd'hui dans un monde qui est tellement spécialisé, encore une fois, et dans l'art en particulier, je crois. Enfin, oui. Et on a peut-être besoin plus que jamais de carambolage, comme vous le savez, pour provoquer Étienne Klein, lui, parle de court-circuit dans son dernier livre. Il y a beaucoup de résistance à ça, comme vous le savez, parce que enfin, on me ramène toujours, si vous voulez, à la subjectivité et au fait que ce seraient des projets d'auteur. Et ce projet d'auteur ne pourrait surgir que parce que j'ai une connaissance qui serait bien plus large que celle de la plupart de mes collègues dans leur petit domaine spécialisé. Je ne crois pas du tout à ça, et je pense que, au contraire, je veux dire, c'est des méthodes qui devraient permettre d'accéder à l'art et à la compréhension, à la sensation des objets, devrait permettre à un public beaucoup plus large d'y accéder que celui qui est déjà éduqué par son système d'éducation familiale ou celui scolaire et qui lui permet d'accéder à l'art facilement. Je voudrais simplement dire que, par exemple, dans Carambolage, ce que je trouvais formidable, c'est que ça allait contre cette tendance actuelle où les musées sont tellement didactiques que les gens oublient de regarder. Et qu'est-ce qu'une œuvre d'art, ce qu'elle vous apporte, c'est par le regard, c'est ce que vous disiez. Et c'est devant. Et après qu'on puisse s'informer, qu'on puisse avoir une curiosité éveillée, mais s'il n'y a pas ce contact entre la réalité d'une œuvre, la réalité physique d'une œuvre, et le regardeur et le regard, je pense que ça passe par le cerveau, mais trop seulement par le cerveau, et ça, on perd l'essentiel de l'art, qui est la communication qu'on peut avoir avec cette œuvre, avec cet objet. Surtout que les informations qui sont données bloquent l'imagination. C'est-à-dire que vous lisez quelque chose en entrant dans une salle, donc vous avez des informations, et après vous ne regardez les choses qu'avec ces informations qui vous ont bloqué la cervelle, la mémoire, etc. Donc c'est figé et c'est fini. Vous n'avez plus la possibilité de regarder avec votre âme. Oui, ça c'est une vraie question. Est-ce qu'il n'y a pas trop de cartels, pas trop d'audio-guides, pas trop de podcasts maintenant? Alors qui sont une bonne chose, parce que par l'audio, on peut déclencher des choses aussi assez stimulantes et intéressantes. Mais Jean Hubert parlait de l'effet du aha effect germanique ou du waouh effect qu'on connaît. C'est vrai que le fait d'être totalement pris par ce sentiment océanique que vous évoquiez, il est peut-être un peu compliqué, mais peut-être Anne et Patrick, le merveilleux, déclencher ce sentiment du merveilleux, ce fameux sentiment océanique, est-ce que le merveilleux c'est mieux à deux? Parce que c'est une vraie question que je me pose depuis le début. Je me dis, je vous la pose ou je vous la pose pas? Mais c'est le moment, là. On arrive au moment où on peut rentrer dans les confidences. Est-ce que le merveilleux c'est mieux à deux? Oui, ben justement. Justement parce que ce qui est très étrange, c'est que depuis 55 ans qu'on est ensemble et qu'on travaille ensemble, bizarrement, les choses qui nous regardent nous regardent tous les deux, même si on est à 500 mètres de distance. On a vu, après avoir été quelque part, on n'est jamais ensemble, sur un site, sur n'importe où, on n'est jamais ensemble, on ne se côtoie pas. Et au moment où on se retrouve, on a vu les mêmes choses. Et c'est toujours ça qui nous étonne, nous-mêmes. On a eu souvent les mêmes idées devant ces choses. Oui, non, c'est tout. Amen. Alors, il y a une autre dimension qui est présente dans le merveilleux et qui touche à la fois l'art, la science et divers domaines. Et Bertrand, vous l'avez évoqué notamment. Vous avez à un moment dans votre présentation parlé de l'enfance. Et puis il y a cette notion de capacité d'émerveillement que vous avez développée. Comment la conserver, cette capacité d'émerveillement qui s'estompe, voire qui disparaît, et qui est au cœur justement du lien avec le merveilleux? Alors je voudrais juste faire une petite incise avant de répondre à votre question. Pourquoi est-ce que
les musées deviennent de plus en plus didactiques et il y a de plus en plus de panneaux explicatifs en général sur l'histoire, à mon avis, c'est tout simplement parce que vous avez des tas de gens qui demandent à être remerciés. Et il faut remercier toute l'équipe qui a travaillé autour et il faut remercier le savant, le technicien et donc la caution scientifique. Et de plus en plus, ça devient extrêmement social et on ne permet plus le rapport direct avec l'émotion. Alors pour répondre à votre question, je pense qu'il y a deux enfances. Il y a une enfance qui est marquée avec le temps et il y a une enfance qui dépasse le temps. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'enfance? C'est l'expérience de la nouveauté et du bonheur qu'il y a devant la nouveauté, c'est-à-dire que tout d'un coup, la richesse de la vie se révèle à nous et on est émerveillé par la richesse qui se développe. Un enfant, il voit le monde comme une pièce de théâtre et il voit tout d'un coup des acteurs nouveaux, des choses nouvelles. Et puis, il est émerveillé par ça. Simplement, ce qui est merveilleux, c'est que l'enfance devient l'occasion de faire nous vivre en nous une enfance qui dépasse l'enfance. C'est-à-dire l'enfance n'appartient pas simplement aux enfants. L'enfance, elle appartient à tout le monde. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à chaque fois que je regarde le monde et que je m'émerveille devant la richesse du monde, je suis un enfant. Je refais vivre mon enfant. Et donc, c'est la raison pour laquelle la notion d'enfance, on la trouve à la fois chez les enfants, chez les adultes et chez les personnes âgées. Et là, c'est le caractère intemporel des âges de la vie. Voilà. Et c'est ça qui me paraît important, et de comprendre qu'à un moment, l'enfance ne s'oublie jamais. Mais l'enfance s'enrichit, et ce qui est merveilleux, c'est d'avoir enrichi son enfance en ayant fait une enfance encore plus belle que l'enfance qui nous avait été donnée. Alors là, je vous remercie d'avoir parlé de ça, parce qu'en fait, on n'a jamais parlé du problème du temps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et dans le merveilleux, abolit le temps. C'est le hors-temps. Voilà. Abolir le temps, c'est qui vous permet de communiquer avec une œuvre préhistorique, moyenâgeuse, Renaissance ou contemporaine, parce que c'est plus ça qui nous importe, on s'en fiche. Ce qui nous importe, c'est la communication, parce que le temps est aboli, on n'a plus cette conscience, on a brusquement la faculté de rentrer dans une autre époque, dans un autre temps, et ça, c'est extraordinaire. Et je rajouterais ce que disait Épicure, et je vous le donne. Attention, c'est un duo. Il est toujours temps de philosopher, il est toujours temps d'être dans le merveilleux. C'est pour ça que le merveilleux est de tous les temps. Oh, ça, c'est très joli. Ah bon. Oui, alors j'ai du mal là, maintenant. Donc, quand on est un enfant, on découvre les choses. On reste longtemps devant une chose qui nous fascine. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais la possibilité d'être au bord de l'eau et j'étais fasciné par les grenouilles que je voyais grandir, respirer sur un nénuphar, etc. Et quand on devient adulte, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de perdre son temps à regarder une grenouille respirer. On n'a plus le temps de regarder justement une grenouille nager, monter sur un nénuphar. On n'a plus le temps. Plus aucun adulte n'a de temps. Et il n'y pense même plus. Et c'est là où on rejoint l'enfance et c'est là où on rejoint justement le merveilleux. C'est prendre son temps. Oui, d'ailleurs, vous avez évoqué c'était quasiment un éloge de la lenteur, ce que vous avez évoqué. Et alors, ça, c'est le côté optimiste. Mais malheureusement, il y a aussi le côté pessimiste. Et on est obligé d'équilibrer un peu les choses. Il y a quand même un terme que vous avez beaucoup employé aussi, c'est Disneyland. Et ça m'a fait penser à une formule terrible d'Ariane Mouchkine, qui, quand Euro Disney plus précisément est arrivé, a parlé de Tchernobyl culturel. Et c'est vrai que, alors c'est violent, c'est radical, mais on peut se poser effectivement cette question. Et au-delà, il y a quand même une question qui revient dans un certain nombre de vos présentations,
c'est quand même, elle est là, sous-jacente, c'est la captation du merveilleux par des intérêts divers et variés, financiers évidemment. Et donc là, il y a un vrai danger, quoi, que le merveilleux, qui est une sorte de main basse sur le merveilleux. Alors comment lutter contre ça? Parce que on l'a vu, vous l'avez bien montré à travers vos exemples. C'est terrifiant, les images que vous avez exposées, qui étaient ces images, effectivement, le Népal, Tikal, plus aucun endroit aujourd'hui n'est à l'abri. Alors comment faire? Non, mais ça, c'est un problème tellement complexe que ça concerne les politiques, ça concerne tous les gens de la culture, mais aussi je ne sais pas, moi, je suis incapable de répondre à une question pareille, mais au moins prendre conscience que c'est un réel danger pour la société, pour l'intelligence des gens. Mais l'exemple, il est à Chaumont, qui est l'exemple. C'est ce que je voulais. Exactement, voilà, le chemin à prendre, il est là, on est là. Avec même cette rencontre entre nous, etc. Enfin, Oui. Oui, mais j'aimerais pas être aussi négatif que ça sur Disneyland. Je crois que je pense que les musées ceux qui sont assaillis par vraiment un très grand nombre de visiteurs ont peut-être pas mal de choses à apprendre aussi. En gestion, alors c'est tout bête, hein, c'est du management, c'est comment gérer les groupes, comment gérer les masses de gens, il y a des choses à apprendre et je pense que Centre Pompidou, par exemple, aurait à apprendre là-dessus. Moi j'ai participé, j'ai été parmi ceux qui ont vraiment participé à l'organisation, à toute la conception et la création du centre dans les années 70. Et c'était fantastique parce qu'on refaisait le monde, quoi. Et on a en tous les cas refait les musées parce qu'on a créé un modèle qui a beaucoup essaimé ensuite en France et internationalement. Mais là, on n'a pas su imaginer ce qu'allait être justement un public énorme qui dépassait très largement ce que nous avions imaginé. Oui. On pensait bien que ça allait être un succès. Enfin, en réalité, l'année d'avant, on n'en était pas sûr. Hein. Tous les intellectuels de Paris nous prédisaient le fiasco total. On savait vraiment plus. Il y avait qu'une seule personne qui y croyait vraiment, c'était le patron, le directeur du musée, c'était Pontus Hultén. Bon, enfin bref. Donc je crois qu'il y a à apprendre dans la gestion des foules et comment dire. Il y a peut-être aussi à apprendre sur le plaisir. Parce qu'il y a un côté ludique dans Disneyland et je pense qu'il n'y a pas de raison, ça fait partie de la vie et qu'il faut cesser de faire croire aux gens que les musées sont des lieux de sérieux épouvantables, enfin comme ça, où on se prend la tête, il faut tout expliquer, qu'on ne peut comprendre que si on a les explications et le ludique peut les amener à ça, justement. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus être totalement, dire que c'est totalement négatif, que c'est épouvantable. Je crois que c'est un petit peu exagéré et qu'il faut essayer de comprendre dans quelle situation on est. Et ce n'est pas pour rien que Patrick dit, bon, le contre-exemple, c'est Chaumont. Et effectivement, peut-être les contre-exemples, ils sont à la campagne, ils ne sont plus en milieu urbain. Mais il reste les petits musées. Jean-Hubert, vous voulez dire que le merveilleux est au cœur de la nature? La démonstration est une nature avec des gros châteaux quand même. Oui, je pense qu'il faut distinguer Disneyland de la Disneylandisation. On fait la même erreur entre l'argent et d'autre part l'avidité. L'argent est totalement civilisateur. Et s'il n'y avait pas d'argent, ce serait une catastrophe. Mais qu'est-ce qui fait que l'argent est catastrophique? C'est l'avidité. Et donc, on critique l'argent en croyant qu'en supprimant l'argent, on va supprimer l'avidité. C'est une erreur. Il vaut mieux supprimer l'avidité que de supprimer l'argent. La Disneylandisation, c'est la même chose. Disneyland, je serais d'accord, mais heureusement que ça existe. Premièrement, c'est très bien, c'est très très bien fait.
Et c'est très marrant. Et puis deuxièmement, imaginez ces foules avec ces enfants, sans rien. Alors là, ce serait difficile à gérer. Tandis que là, au moins, vous avez la paix avec les 3 enfants pour un week-end. Et alors là, ça n'a pas de prix. En revanche, qu'est-ce que c'est que la Disneylandisation? C'est quelqu'un qui va prostituer son art en faisant du sous-Disneyland pour appâter les foules. Et là, on va être devant un détournement pervers. C'est-à-dire qu'on va se servir d'un truc et on dit, là, tu t'es prostitué. Donc c'est tout. Laissons Disneyland à Disneyland et qu'un certain nombre d'artistes arrêtent de faire Disneyland. Alors ce qui est intéressant, ce serait de faire une petite étude de Jeff Koons pour essayer de voir quel est son rapport à Disneyland et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai été traumatisé par la bouée dans la salle, dans la chambre de Louis XIV et le Pluto qui se trouve devant Versailles. Alors, c'était un clin d'œil. C'est très intelligent, Jeff Koons. Mais en même temps, hein, il y a un petit côté je vous attire par cela. Voilà. Un petit côté pute, vous voulez dire? Voilà, je vous laisse le dire, madame. Non, mais, moi, je suis tout à fait de votre avis complètement, parce que moi, quand j'étais enfant, j'adorais Walt Disney, et j'aime encore les vieux Walt Disney. Je trouve qu'ils sont merveilleux, merveilleusement dessinés, merveilleusement émouvants. Les enfants les adorent à juste titre. Mais par contre, les nouveaux Walt Disney sont mal dessinés, vilains, laids, mais on marche sur une donnée, une lancée où on s'est rendu compte que c'était une affaire, vraiment une très très bonne affaire, très lucrative, et le côté artistique, malheureusement, n'a pas suivi. Voilà, c'était tout. Est-ce que vous avez peut-être des remarques, des questions autour des différentes interventions? À quel moment on sait qu'on a basculé dans l'avidité? En général, les autres vous le font remarquer. Et c'est l'intérêt de vivre en société où, à un certain moment, les autres nous éduquent et certains nous disent « Ah, tu es devenu méconnaissable ». Donc, on a toujours un retour. Et puis, deuxième pan, il y a un petit truc intérieur. Quand on en fait trop, ça se sent. Et quelque part, on est trop content pour être honnêtement content. Oui, je compléterai d'ailleurs sur ce qui a été évoqué, ce que Bertrand a évoqué autour de l'argent. Il faut relire les travaux incroyables de Georg Simmel sur l'argent, en fait, et comprendre que, évidemment, l'ennemi, ça n'est pas l'argent, en fait. Hein, c'est beaucoup plus l'avidité et puis un certain nombre de perversions qui sont analysées de manière magistrale par ce très grand penseur, Georg Simmel. Alors Marx a essayé de rentrer dans le mystère de l'avidité à travers le capital. Et c'est vrai que le capital, le profit appelle le profit. Et c'est vrai que c'est une incitation à faire toujours du profit. Mais dans l'avidité, ça va encore beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que notre époque est riche, parce que la critique de l'avidité et la critique du capital, elle reste encore à faire. Moi j'ai encore une question. À moins que j'ai eu une absence ou un épisode de narcolepsie, je ne me souviens pas qu'on ait parlé de la contemplation de l'homme comme étant le merveilleux. Alors, c'est merveilleux, l'homme. Oui, je ne dis pas le contraire. Les femmes aussi. Et il ne me semble pas qu'on en ait parlé comme ça. En fait, on a beaucoup dit qu'il détruisait la nature, ok. J'ai quand même cité Sophocle, qui dit « Dans toutes les merveilles du monde, la plus grande des merveilles, c'est l'homme ». Et j'ai quand même parlé de Pascal, qui dit « Attention, avec la conscience, l'homme change la face du monde, car si l'univers est seul, grâce à l'homme, il est moins seul. » Et là, on peut revenir
à la signification du contemplation, qui est de faire le temple, c'est-à-dire l'unité entre le ciel et la terre, ce qu'on peut appeler l'unité entre le banal et l'extraordinaire, ou entre l'être phénoménal et l'être fondamental. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Hein. Et derrière, c'est là où on regarde l'homme. C'est-à-dire, regarder l'homme, c'est de comprendre, moi je trouve la plus belle définition, c'est le principe anthropique qui est une des théories de la physique, disant, écoutez, l'homme ne peut tenir en vie que parce qu'il vit sur une planète qui obéit à 14 paramètres dont la précision ressemble à celle d'un archer qui, situé à 14 milliards d'années-lumière d'un carré de 1 cm, met sa flèche au milieu de ce carré. Et là, on dit, l'univers attendait l'homme, l'univers a besoin de l'homme, c'est-à-dire l'existence de l'homme et la précision de l'équilibre de l'univers, c'est la même chose. Alors là, quand on est comme ça, je ne suis pas devant l'homme, mais je suis stupéfait, je suis surpris, je suis plongé devant quelque chose d'époustouflant. C'est ça, pour moi, contempler. On peut surtout applaudir à tout rompre nos invités.